L'incarnation du comte de Saint-Germain est un précurseur. La réincarnation du Christ est-elle le curseur? Il y en a un qui tient ça. Premièrement, ça serait répondre. C'est une bonne question pour faire des choses que je ne vais pas dire. Mais sachons que la réincarnation de Saint-Germain n'est pas que ça. Et qu'elle est plutôt un curseur. Tu dis que la réincarnation d'un enfant qui a donné son corps au Christ est maintenant réalisée, ainsi que celle de Saint-Germain au Québec. Sont-elles connues? Bah, il y a effectivement des gens qui les connaissent, mais ils ne savent pas qui ils sont. La Fraternité blanche d'Ivanov puise-t-elle son enseignement dans l'instruction des Esséniens? Non. La Fraternité blanche de Michael Omram puise ses enseignements dans de l'intelligence supramentale qui a énergisé une bonne partie du cerveau de Michael et qui, à l'époque où cela a été fait, a été ajusté par rapport à une population qui devait être rencontrée de façon à permettre l'évolution des plans spirituels de notre planète. Alors, c'est la même source que tout ce qui a été induit à l'échelle de la planète, donc à l'époque essénienne ou encore à l'époque d'aujourd'hui, sauf que la fraternité blanche universelle n'a pas de mémoire essénienne, parce que c'est deux choses différentes, même si les deux sont orchestrés par des choses qui sont relativement supramentales. Pourquoi le Christ a-t-il eu besoin d'une descendance? Et la deuxième question, c'est y a-t-il présentement des Esséniens qui instruisent encore les peuples de la terre? Bon, il y a effectivement des personnes qui se disent Esséniens, comme il y a des personnes qui se disent Atlantes, comme il y a des personnes qui se disent Égyptiens, etc. Pharaon, ces choses-là. Bon, pourquoi le Christ a-t-il eu besoin d'une descendance? Il faut comprendre premièrement qu'avant que le Christ soit tout à fait Christ, il y avait un homme dedans. Y a-t-il présentement des Esséniens? Voilà, ça arrive. Combien d'enfants le Christ a-t-il eu? Est-ce que vous la comprenez bien derrière? Combien d'enfants le Christ a-t-il eu? Était-il christique en naissant? Avait-il un rôle à jouer dans l'évolution spirituelle des peuples? Il faut comprendre qu'un enfant qui naît, même d'un homme nouveau ou d'une femme nouvelle, n'est pas christique à la naissance. L'état christique est un contact entre un phénomène planétaire et un phénomène extraplanétaire. Cela veut simplement dire qu'à l'état de naissance, l'enfant nouveau a un potentiel génétique lui permettant, dans son évolution d'adolescence, de pouvoir arriver au contact avec son esprit et à finalement faire une fusion avec l'esprit. Maintenant, celui qui vient au monde sur le plan terrestre n'est jamais christique à la naissance, donc il n'est pas en fusion. Il n'a pas eu de fusion. Lorsque l'esprit vient sur le plan terrestre, elle est humanisée, terrestrifiée, et ce qui naît d'un corps physique d'humain terrestre est automatiquement terrestre. Maintenant, la génétique de cet enfant ou de ces enfants est suffisamment intéressante pour pouvoir permettre une évolution, disons, ascendante qui pourrait un jour engendrer le contact avec l'esprit et par la suite finaliser ça en fusion. Donc, le Christ était tout à fait normal, avec un potentiel absolument extraordinaire. Si le Christ ne serait pas venu se mettre le nez, disons, dans la vie de Jésus, Jésus aurait sans doute été l'un des plus grands rois juifs. Mais au lieu d'être un grand roi juif, il est devenu spirituellement un roi plutôt, disons, galactique. Ce qui arrive aussi quand l'intelligence s'en mêle, c'est toujours plus gros. Bon, les enfants, disons, du Nazaréen sont des enfants donc qui n'étaient pas christiques à la naissance. Est-ce qu'ils avaient un rôle à jouer au niveau de l'évolution des peuples? Il faut comprendre que de toute manière, les enfants du Nazaréen étaient un mélange génétique entre le corps de Joshua ben Joseph et le corps de Marie. Donc, en partant, ça ne peut pas engendrer de naissance parfaitement ajustée avec le corps même du Nazaréen, étant donné que Marie était autre chose génétiquement était autre chose que le Nazaréen lui-même. Ça a engendré des enfants qui étaient relativement corrects. Et il faut aussi comprendre que les frères du Nazaréen n'étaient pas christiques non plus, même si, disons qu'ils étaient nés de Marie et de Joseph, pour la simple raison que les frères du Nazaréen étaient nés de Marie et de Joseph, tandis que le Nazaréen était né de Marie et d'un phénomène énergétique.
Les enfants du Nazaréen ont vécu, certains ont vécu comme apôtres, d'autres non. Certains, il y en a un entre autres qui a carrément refusé le phénomène du patriarcat de son père, donc du Nazaréen. Il n'a pas voulu accepter que c'était le Messie. C'est assez compliqué, vous savez, d'être le fils du Fils de Dieu. Alors, ça a été extrêmement, disons, quelque peu pénible, mais c'était essentiel que cette chose se fasse pour pouvoir laisser une descendance probable pour permettre la réincarnation, disons, future de différentes personnalités qui ont connu le Christ à l'époque, en l'occurrence certains apôtres, pour la simple raison que la majorité des apôtres, n'ayant pas eu d'enfants eux-mêmes, devaient nécessairement se réincarner dans un contingent physique qui leur permettrait dès la naissance de pouvoir se rappeler un peu plus disons, de pouvoir se relier aux mémoires astrales du monde de la mort, de ce qui les a constitués lorsque les autres étaient vivants. Alors, les enfants du Nazaréen, ils n'étaient quand même pas trop nombreux. Pour aujourd'hui, ça pourrait être un peu nombreux, disons, mais pour l'époque, ce n'était pas. Et n'ont pas de conscience christique plus qu'autre chose. Ils ont plutôt servi de véhicules d'évolution comme vos corps servent, et ils ont servi de véhicules de réincarnation en différents apôtres. Par la suite, évidemment, dans la descendance génétique. Tu dis que l'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale terrestrifiée. Est-ce à dire que l'énergie supramentale qui n'est pas absorbée par le mental humain, son évolution ne peut pas aller plus bas que l'énergie vitale? L'énergie supramentale qui n'est pas absorbée par l'intelligence de l'homme ne devient plus de l'énergie vitale. Lors de la constitution du plan planétaire, au niveau moléculaire, la gestion des molécules, c'est-à-dire la gestion des agglomérats atomiques, de façon qui, disons, pour leur permettre d'être révélés, d'être exprimés sous forme d'électrons, de neutrons, de protons, donc d'atomes, a été permis par, disons, par l'énergie vitale. Lorsque l'énergie vitale devenait suffisamment dense, elle devenait matière, c'est-à-dire qu'elle s'orchestrait elle-même et elle devenait atomique. Lorsque l'énergie atomique était suffisamment agglomérée pour pouvoir constituer des molécules, les molécules n'existaient pas encore, mais il y avait suffisamment d'atomes pour pouvoir constituer un monde moléculaire. L'énergie supramentale qui continuait à descendre frappait ce monde d'atomes et, résonnant avec le monde d'atomes, a été supportée par le plan des atomes, donc elle n'avait plus besoin, mécaniquement, elle ne pouvait plus devenir de l'atome, et elle a plutôt orchestré l'agencement des atomes, créant la molécule, créant par le fait même la matière. La matière est créée en même temps que le plan vital au niveau de la révélation, donc au niveau de l'expression. Maintenant que l'énergie supramentale continue sa chute, sa tombée, sa descente ou sa montée, dépendant où on veut se placer au niveau de la galaxie, elle refrappe le plan moléculaire de la Terre et elle ne peut plus, après un certain laps de temps, devenir de l'énergie vitale. Elle devient donc de l'énergie astrale. Toute l'énergie supramentale qui présentement n'est pas recueillie par le biais de l'homme, par le biais du mental de l'homme, est recueillie par les molécules rares, les gaz rares qui sont dans l'atmosphère, on l'a déjà vu, et elles constituent des mémoires astrales, des mémoires supramentales dans l'astral, mémoires qui pourront, parce qu'elles sont pures et intelligentes, donc elles ne sont pas émotivement intentionnelles, elles pourront servir à un moment donné à des humains qui, en phase et en voie de contact avec l'intelligence supramentale pure, fera référence pendant un laps de temps à la mémoire supramentale ou au supramentale dans l'astral, de façon à ce que cela puisse leur donner non pas la lumière du soleil en pleine face, mais non plus la lumière de la lune, mais une lumière, disons, un peu plus forte que la lune, pas encore de la puissance du soleil, c'est-à-dire qu'ils auront accès à un savoir pur, supramental, mémorisé, donc humanisé, adapté à l'humain, ce qui va leur permettre pendant un laps de temps de pouvoir instruire leur ego de ce que c'est que le contact. On a déjà parlé du danger, dans certains PMC, du danger d'avoir un contact astralisé. On va parler un petit peu. L'énergie supramentale, présentement, vient baigner le contexte planétaire pour la simple raison que la Terre traverse des régions qui sont pénétrées de faisceaux supramentales. L'énergie supramentale qui traverse et qui frappe une antenne supramentale peut être exprimée par cette antenne supramentale, par la voix, par la gestuelle, par l'écriture, par plusieurs phénomènes. Tout ce qui est exprimé par une antenne supramentale est automatiquement mémorisé dans les plans astraux. Cela crée de l'astral supramental. L'astral supramental, c'est la mémoire supramentale de tout ce qui a été dit dans le contexte de la Terre par une antenne supramentale. La mémoire supramentale, elle est extrêmement intelligente, elle est puissante, mais elle est limitée. Elle est limitée à ce qui a été traduit par la gestuelle, la parole, l'écriture, etc.
faite par l'antenne supramentale. Tout ce qui n'est pas capté par le mental de l'homme ou capté par le mental de l'antenne supramentale et exprimé est capté par les molécules de gaz rares qui constituent une partie de l'atmosphère terrestre. Ces molécules vont lentement conserver la trace disons, du heurt entre l'énergie supramentale et leur propre atomicité, leur propre plan vital. Cela va engendrer le supramental dans l'astral. Alors, on a une sphère astrale supramentale ou astralo-supramentale qui peut être facilement reliable à des humains. Et on a une sphère qui est le supramental dans l'astral, qui, elle, n'est pas facilement reliable aux humains. Et au-delà du contexte de la Terre, au-delà du ciel, il y a l'énergie supramentale pure. Lorsque l'homme, au niveau du PMC par exemple, lorsque l'homme est en phase disons, d'arriver à un contact avec son ajusteur de pensée, donc par la suite au contact avec l'énergie supramentale, il va égoïquement, s'il a trop d'ego, rechercher le contact et à un moment donné, ce contact, il l'aura. Il aura un contact avec un ajusteur de pensée et ce contact se fera par le biais, premièrement, de l'astral supramental, deuxièmement, du supramental dans l'astral et troisièmement, du plan supramental pur. Le mot du problème des humains qui ont de l'ego, des orgueilleux et des orgueilleuses. Le problème, c'est que l'être humain qui vit de l'ego est un être humain qui se contente de peu, mais qui ne s'en contente pas longtemps. Alors, lorsque l'être humain veut entrer en contact avec les plans supramentaux, il recherche quelque chose qui ressemble. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'énergie supramentale tant que vous n'y avez pas goûté. Et présentement, vous n'y goûtez que par l'intermédiaire d'une antenne supramentale, soit moi, soit un autre. Mais ce que vous goûtez n'est pas de l'énergie supramentale pure, c'est du supramental dans l'astral, c'est de l'astral supramental, mais ce n'est pas du supramental pur. On ne peut pas exprimer du supramental pur dans le contexte de l'homme. On ne peut exprimer que ce qui est pur chez soi, et à l'instant où ça sort, ça devient astralisé. Alors, la majorité, enfin, tous ceux qui n'ont pas goûté, qui n'ont pas ce contact et qui n'ont pas de double éthérique sont relativement avancés, ont goûté, ont une idée mémorielle, ont expérimenté le supramental à partir de moi ou d'un autre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont orgueilleusement pressés. Ils recherchent quelque chose qui va ressembler à ce qu'ils goûtent. Et à un moment donné, ils vont tomber dans un réservoir d'énergie supramentale astralisée, donc de l'astral supramental, ce qui est une phase normale, souhaitable, à la condition que l'individu sache ce qu'il fait, sache ce qui lui arrive. Lorsqu'il entre en contact avec cela, il peut maintenant boire là-dedans. Alors, il se met à faire des conférences, il se met à ouvrir la grande gueule, il va, il parle, et il y aura deux défauts majeurs. Premièrement, il sera toujours limité à ce que le réservoir contient, donc il devra attendre pour répondre à des questions neuves qu'une des antennes supramentales y ait déjà répondu. Sinon, lui ne pourra pas répondre. Et l'autre défaut majeur, c'est qu'il va automatiquement parler contre les antennes supramentales. Pourquoi? Parce que l'antenne supramentale n'a pas d'ego. Donc, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a que de la puissance. Elle se fout que d'autres parlent. C'est même merveilleux que d'autres parlent. Celui qui a un contact avec l'astral supramental et qui a de l'ego, alors lui, il est content de parler. Alors lui, il dit des choses. Il ne s'ajuste pas. Il veut que le monde sache que lui peut. Alors, à un moment donné, on va me poser une question et on va dire, que pensez-vous d'un tel? Et moi, je vais répondre, ça me regarde. Ou je vais répondre, son travail, génial. Cette personne qui est reliée au savoir supramental astralisé, si elle est dans la salle et qu'elle m'écoute, elle va dire, mais alors, c'est une menterie. Il ne sait pas ce qu'il dit, c'est dangereux ce qu'il fait. Alors, lorsqu'elle va faire sa conférence, elle va dire que Kemp, il est dans le trou. Kemp, il ne sait rien, lui. Parce que la personne, elle fait ceci, cela, 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 cela. Oui, Kemp, il sait. Et Kemp, il sait aussi beaucoup plus que l'autre. Puis l'autre voit une partie du travail, ne voit pas toute. Puis en plus, l'autre ne s'ajuste pas à son public. Il tient à l'impressionner, le public. Plus il va les faire chier, plus le public va être impressionné, plus il va se sentir bien. Tandis que Kemp n'a pas besoin de savoir tout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a de l'ego, qui, à un moment donné, entre en contact avec l'astral supramental, est convaincue d'être en contact avec l'intelligence. C'est de l'intelligence. Astralisée, limitée, confinée. Et il devra parler contre les antennes pour la simple raison que c'est la seule façon qu'il pourra établir pour avoir du crédit. Parce qu'il ne pourra pas supporter qu'un autre soit plus plugué que lui. Par contre, l'avantage qu'il aura, c'est qu'il aura une voix mentale, il aura une puissance supramentale qu'il transmutera en pouvoir. Et effectivement, celui qui n'a pas un contact supramental ne pourra pas différencier
le contacté pur du contacté coloré. Ça va devenir une panoplie de faux prophètes. Seuls les élus, seuls ceux qui ont un contact, vont être capables de discerner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau PMC, évidemment, d'ailleurs, le cheminement de l'évolution de l'homme n'a pas le choix. Vous devez traverser avec votre conscience toutes les sphères du monde de la mort, toutes les sphères du monde de la vie, toutes les sphères du ciel, en fin de compte, pour ensuite traverser la membrane périphérique de la planète Terre pour rejoindre l'énergie supramentale pure. Cela vous oblige obligatoirement à l'échelle du Québec. Vous devez obligatoirement traverser l'astral supramental qui flotte au-dessus du Québec. Donc, vous allez à un moment donné ou l'autre vous connecter à cette chose. Cette chose qui semblera goûter ce que ça ressemble pour moi. Ce que vous en percevez. Cette chose qui semblera goûter de l'intelligence. Ça sera. Étant donné que comparativement à la conscience limitée de votre mémoire, vous allez avoir une conscience apparemment illimitée, très limitée par rapport à la conscience réelle, mais extrêmement illimitée par rapport à la vôtre, l'ego, l'homme et la femme orgueilleux va s'illusionner d'avoir finalisé ces choses. Contact. Et là, elle voudra plagier les autres. Et elle parlera contre. L'individu qui a suffisamment d'anégoïsation au niveau de sa démarche va pénétrer ce monde, va se poser la question, est-ce que c'est un vrai contact ou non, va se foutre de la réponse, il va continuer à avancer, il va toujours comprendre l'intelligence de tout ce qui a été dit. Et lorsqu'il n'en verra pas l'intelligence, il ne pourra pas dire, celui qui à un moment donné m'a branché, il dit quelque chose qui pour moi n'est pas correct, alors la personne anégoïque va dire, c'est pas correct pour moi, mais peut-être que je comprends pas tout. Elle ne parlera jamais contre l'autre. Elle ne parlera pas nécessairement pour, elle ne parlera pas contre. Ce sera individuel. Et à un moment donné, elle va pénétrer la sphère du supramental dans l'astral. Et là, elle va voir encore plus grand. Moins de coloration. Si elle ne se prend pas au sérieux, elle va continuer sa phase d'anégoïsation, l'instruction de l'ego, et elle va traverser le ciel pour pénétrer l'intelligence supramentale pure. Et là, elle saura qu'effectivement, elle a traversé les degrés d'initiation qui sont réservés à l'homme qui se conscientise. Alors, il y aura donc deux formes de contactés, et au niveau PMC5, on l'explique bien, lorsqu'on commence à parler du phénomène tragal, qu'on ne veut pas ici construire des personnes qui auront un contact astralisé, qu'on ne veut pas construire ici les gens qui un jour travailleront contre nous. Alors, le phénomène du contact astralisé est un phénomène relativement intéressant. Il a toujours été connu dans l'Antiquité. On sait très bien que le meilleur disciple, souvent du maître, devient toujours le pire ennemi du maître. On a vu ça dans tellement de films. C'est un peu le même phénomène qui se passe. Moi, je suis suffisamment intelligent pour que ça n'arrive pas. Premièrement, je ne suis pas un maître. Ça me soulage déjà. Deuxièmement, je n'ai pas de disciple. Ça l'aide aussi. Et troisièmement, je n'ai pas besoin de disciple. Donc, quand une personne n'est pas prête, elle pourra passer, mais pas avec moi. Le PMC paraît un peu long parce qu'il doit y avoir une anégoïsation. Un résultat immédiat qui n'est qu'un résultat partiel fait en sorte que ceux qui ont un contact astralisé vont être les derniers à traverser au niveau du contact pur, pour la simple raison que plus ils vont... Une personne qui est en relation avec le plan de l'astral supramental, à un moment donné, elle a absorbé l'énergie qu'il y avait dedans, donc elle connaît cette sphère par cœur. Alors elle pourrait dire, merde, mais c'est limité, peut-être que je me suis fait avoir. Mais étant donné que les antennes supramentales continuent à parler, le réservoir continue à grossir. Au fur et à mesure que la conscience du contacté coloré grossit, la sphère dans laquelle il évolue grossit. Alors qu'il n'en voit pas la fin. Alors il reste convaincu que c'est cela. Étant donné que d'autres individus vont avoir un contact pur, ça va aussi remplir cette sphère. Les derniers à passer seront ceux qui auront eu ce contact astralisé et qui auront eu trop d'ego pour se prendre au sérieux. Au niveau du PMC, non, vous lâchez ou vous passez. Mais si vous passez, vous ne serez pas astralisé. Donc, l'énergie supramentale qui n'est pas absorbée par l'homme pour l'instant remplit un réservoir majeur qui est le réservoir supramental dans l'astral. Tu dis que l'énergie vitale est l'énergie supramentale terrestrifiée. Donc, les fruits et les légumes, comme nous, sont de l'énergie vitale terrestrifiée, donc énergie supramentale. Et tu as dit que vendredi que ce qui est régi par la terre vient de Belzébuth ou Satan. Est-ce supramental ou diabolique? Bon, quand on parle de l'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale terrestrifiée, il faut comprendre qu'automatiquement, vu qu'elle est terrestrifiée, elle perd sa connotation d'intelligence. Mais étant dans un degré morontiel, elle ne peut pas être elle n'est pas ni satanique,
ni humaine. Par contre, elle est régie par ce qui est plus haut qu'elle. La matière ne contrôle pas l'énergie vitale. Par contre, l'astral contrôle l'énergie vitale, ce qui crée les problèmes physiques que vous connaissez. Belzébuth est la densification, disons, personnifiable des énergies telluriques, donc des énergies vitales de notre planète. Belzébuth n'est pas mauvais, Belzébuth n'est pas quoi que ce soit. Si les énergies astrales, en l'occurrence les énergies densifiées sous la terminologie Satan, donnent un ordre, Belzébuth va écouter. Si l'être humain devient suffisamment mental, suffisamment maître de lui, pour pouvoir commander ses propres énergies vitales, il pourra très bien empêcher un tremblement de terre si cela lui tente. Parce que le tremblement de terre est d'ordre belzébuthien. Alors, si on veut qu'on se demande, bon, si le phénomène tellurique est satanique ou belzébuthien, il est belzébuthien, Belzébuth étant tout à fait neutre, étant simplement une personnification spirituelle de la mécanicité des énergies vitales, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que le plan vital sans le personnifier, comme l'humanité n'a pas pu comprendre ce qu'était que l'intelligence supramentale sans le personnifier, l'appeler Dieu, le dessiner. Alors, on a évidemment personnifié Satan. Satan, c'est une condition. Belzébuth, c'est une condition. Ce n'est pas une personne, sauf que la condition relativement dense finit par opérer des choses, et on peut, par la perception vitale, concevoir et percevoir l'onde de forme de la condition, et on peut traduire cette perception en mots, en noms, et par le nom, on peut donc commander à l'onde de forme, et c'est pourquoi, lorsque le Nazaréen commandait, les humains qui écoutaient pensaient qu'il commandait à des êtres, donc à des entités, à des personnalités, à des démons. Parce que le démon, c'est une personnification humaine du diable. Le diable est une personnification émotive de Satan. Satan est une personnification théologique d'une condition expérientielle d'évolution qui, à l'opposé, aurait Yahvé ou Dieu, qui sont encore une fois des personnifications théologiques. Mais en réalité, ce ne sont pas des personnes. Alors, Satan est un phénomène qui est astral, constitué par la mémoire planétaire, disons, depuis l'archétype de la création jusqu'à aujourd'hui, mémoire expérientielle laissée par l'homme. Belzébuth est une condition vitale qui a toujours été à l'échelle de la planète à l'instant même où la planète a commencé à être molécularisée, parce que c'est de l'énergie vitale, qui peut être à un moment donné suffisamment conditionnée pour être densifiée, et étant densifiée, il devient une condition événementielle pour l'humain, et là, connaissant la vibration de l'onde de forme, ou la vibration euphormique de cette condition événementielle pour l'humain, l'homme qui a une perception sensible peut trouver un nom. Trouvant le nom, ici là le verbe, il pourra commander. Belzébuth n'est pas mauvais, Belzébuth n'est pas bon, Belzébuth est ce qu'il est. Si l'homme peut le commander, Belzébuth sera comme l'homme sera. Et si c'est Satan qui le commande, Belzébuth est comme Satan est. Quels sont les dangers que courent les personnes qui sont en contact intime avec une personne qui a sa fusion partielle, ouverture de son canal ou totale? Bon, il faut comprendre présentement que dans la province de Québec, il n'y a pas personne qui soit en fusion partielle à part quelques individus. Et ces individus-là, enfin, il y en a deux. Quels sont les dangers que courent les personnes qui sont en contact intime avec une personne qui a une fusion partielle? Aucun danger en rapport avec ces deux individus. Et une fusion relativement avancée ou totale, ben, il n'y a plus aucun danger. Le seul phénomène qui va se passer, c'est qu'au contact des personnes qui sont en fusion partielle, il y aura évidemment des perturbations égoïques, il y aura une souffrance égoïque à vivre, pour la simple raison que l'autre est réellement anormal. Hein, ça va de soi. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas aimer comme les autres aiment, il ne peut pas faire ce que les autres font parce qu'il n'en voit plus l'utilité, donc il n'en a pas de besoin. La fusion totale, ben évidemment, ça crée encore d'autres contraintes. Le gros problème majeur, c'est de considérer celui qui a une fusion partielle ou plus comme un dieu, comme un maître, comme un spécial, comme une personne qu'on doit têter ou on va faire une personne à qui qu'on doit être fier de pouvoir côtoyer. Ça, c'est un gros danger, parce qu'automatiquement, on s'assujettit. Ou bien on va le considérer plutôt comme un enfant, de façon à pouvoir s'en occuper de temps en temps, au moins pour pouvoir dire à notre ego qu'il a beau être grand, il a encore besoin de moi. C'est l'autre problème dangereux pour l'ego de la personne qui côtoie ces personnages. Les personnes qui ont un double éthérique en constitution, il y en a au niveau du PMC puis il y en a au niveau du Québec, n'ont pas de fusion partielle. Lorsque le double éthérique est finalisé, la fusion va commencer. Lorsque vous êtes immortel, la fusion commence. Maintenant, il n'y a pas de fusion qui est partielle à travers les humains du Québec. Les humains ont des doubles éthériques en proportion, en constitution. C'est intéressant. Alors, ne pensez pas à la fusion immédiatement. Elle peut arriver dans 30 secondes. Mais présentement, je vérifie encore et il n'y en a pas. On ajuste quoi en premier, la pensée ou la parole?
On doit ajuster la parole en premier parce que la parole est la seule mécanicité qui va ajuster la pensée, tandis que la pensée ne peut pas s'ajuster d'elle-même, la pensée ne peut pas s'auto-observer. La pensée peut par contre prendre note de ce que la parole dit. La pensée étant surtout régie par le phénomène astral, la parole peut exprimer le plan mental ou le plan supramentalo-mental avant même que la coloration, disons, de l'hypothalamus ou du thalamus ait pu, disons, induire des mécanicités transformatives au niveau de l'expression du mental. Celui qui apprend à contrôler sa parole, celui qui apprend à s'écouter en parlant, va être capable d'ajuster sa pensée pour la simple raison qu'il apprendra à la longue à ne plus penser, mais à parler. Et à un moment donné, il parlera dans sa tête. Ce ne sera pas de la pensée. Faire une grosse nuance. Explique-moi c'est quoi exprimer l'énergie supramentale pour instruire mon ego, car je ne le vois pas égoïquement. Bon, exprimer l'énergie supramentale, pour l'instant, si j'en parle trop, il y a certaines personnes trop orgueilleuses qui vont commencer à vouloir l'exprimer, même s'il n'y a pas de contact avec. Vous saurez en temps et lieu. Une chose certaine, c'est que la parole « je » c'est nécessaire, la gestuelle « je » c'est nécessaire, que le verbe est nécessaire, on l'a déjà vu aussi en conférence spéciale. Et comme j'ai déjà expliqué, et c'est d'ailleurs l'utilité du PMC+, comme j'ai déjà expliqué, c'est qu'à l'instant même où vous allez entrer en contact avec un petit peu d'intelligence supramentale, vous devrez l'exprimer. Je ne vous dirai pas comment. Pour la simple raison que si vous n'avez pas suffisamment de sensibilité pour comprendre comment l'exprimer, l'intelligence va vous démolir et elle va vous instruire de quelle façon vous devez l'exprimer. Quand je dis démolir, je veux dire qu'elle va vous donner un petit rhume ou bien qu'elle va vous envoyer à l'hôpital pour 1 an ou 2. Plus vous allez être dur, plus vous allez être orgueilleux, plus vous allez résister, plus vous allez devoir supporter votre karma, votre croix. Et plus vous allez être humble, plus vous allez être convenablement, mentalement et égoïquement humble, plus ça va être facile de comprendre de quelle façon vous l'êtes. Mais une chose est certaine, vous devez toujours rester disponible à une expression. Les cellules PMC ont permis à certaines personnes, justement, de pouvoir commencer à exprimer des choses. Ils sont sur un chemin intéressant. D'autres personnes font d'autres choses. On n'exprime pas l'intelligence exclusivement à l'intérieur du centre. Non. Sauf qu'à un moment donné, quand il y a des individus qui ne savent plus, qui ne peuvent plus, ben, on essaie de trouver des moyens pour leur permettre d'exprimer. D'autres vont s'en trouver ailleurs. Une chose est certaine, c'est que vous ne serez pas en contact avec l'intelligence supramentale pour rien. On ne devient pas intelligent pour se cacher dans son garde-robe. Ça doit être exprimé. Le PMC+, a une utilité majeure, c'est qu'étant donné qu'on va dans des régions plus énergétiques, à des dates particulièrement terrestrement ou planétairement énergétiques, il y a de plus en plus de choses qui vont être mises en œuvre. Et vous savez que si vous faites juste 1 fois par 3 mois, 4 fois par année, pas énorme, rencontrer suffisamment d'individus pour pouvoir jaser suffisamment de certaines choses, c'est déjà de l'expression d'intelligence. Ça va vous changer. C'est bien évident que si on le fait plus souvent, c'est mieux. Mais à un moment donné, on le fait 1 fois par année, 4 fois par année, parce que 4 fois par année, on est dans un état de contact plus avancé pour pouvoir commencer à le faire. Mais une chose certaine, c'est que je répète que vous devez instruire vos égos, parce que vos égos ne vous laisseront pas faire des choses que vous ne croyez pas que vous pouvez faire. L'instruction de l'ego demande nécessairement des mémoires nouvelles. Comment avoir des mémoires et être supramental ou savoir instantané? Lorsque l'on dit que l'homme ne doit plus avoir de mémoire, enfin, on ne dit pas ça. Enfin, certains le disent, ils le disent parce que c'est juste à leur public. Mais l'être humain, à un moment donné, n'aura plus de mémoire. Il restera toujours mémoriel, c'est-à-dire qu'il aura toujours un corps physique, donc qui conservera sa forme, qui sera mémoriel. Il aura un corps vital, évidemment, qui sera mémoriel. Il aura aussi une âme mémorielle qui contiendra suffisamment d'énergie séraphique pour pouvoir servir de transporteur à un moment donné, lorsque cet homme, qui aura un double éthérique, aura une nécessité, une utilité intelligente de visiter d'autres mondes, d'autres galaxies ou d'autres univers, et on ne peut faire cela que par transport séraphique.
Maintenant, la mémoire, elle est nécessaire à l'homme pour l'instant parce qu'elle est utile pour la simple raison que c'est la base énergétique qui permet de faire monter l'échelon. Je vais vous donner un exemple. On a une espèce de grosse plateforme hydraulique. C'est l'intelligence supramentale. Et on a des petits cubes de glace. On est en bas. Et on veut monter au 20e étage. La plateforme est au 10e étage. Puis on a juste assez de cubes de glace pour monter au 15e étage. C'est jusqu'au 15e, pas au 20e, mais au-delà de la plateforme. Le maudit problème, c'est que le bouton de la plateforme, il est au 8e. Alors, vous êtes en bas, vous ne pouvez pas faire baisser la plateforme, au 8e. Alors, vous ramassez vos cubes de glace, vous commencez à monter. Il y a certains imbéciles qui, à un moment donné, ça arrive au bouton. Là, ils continuent, et la glace, ça monte. Le bouton, pas besoin. La glace, ça marche. La glace, ça fond. Ils mettent des blocs de glace qui arrivent au niveau de la plateforme. Certains montent dessus, les grands maîtres. Là, ils se disent, ça y est, j'ai atteint ça. Maintenant, on va attendre, ça monte. Le piton est au 8e. Ta glace est partie. T'es bloqué là. Tu peux plus toucher ton piton. T'es au 10e. T'es plus évolué que tous ceux qui sont en bas, mais tu peux pas monter au 20e. C'est les grands maîtres de l'humanité. Ils sont faits. Ils attendent qu'il y ait des ticons, que les autres trouvent ticons, mettent le bloc de glace, qui finissent par peser sur le piton. C'est pour ça qu'ils veulent aider l'humanité à monter. Pour ce on l'a déjà compté suffisamment. Alors, à un moment donné, il y a des individus qui mettent le bloc de glace, jusqu'à des nombres 8, 9, là, ils regardent le piton, ils regardent la plateforme, puis ils disent, maudit que c'est beau, puis ça marche. Là, ils triplent là-dessus un an ou deux, la glace à fond, puis ils redescendent. Parce qu'ils n'ont pas assez mis dans la matière leur évolution. Alors, vu qu'ils l'ont pas mis dans la matière, leur évolution, encore un autre des objectifs du PMC+, on en a fait un. Le prochain est mauditement différent, oui. Ça sera toujours différent. Mais le mettre dans la matière. Alors, la glace à fond. Il descend avec. À un moment donné, on met de la glace. Et tous vous autres, vous avez suffisamment de blocs pour monter au 15e. Puis maintenant, il a fondu. Sauf qu'il en reste suffisamment. Pourquoi de la glace jusqu'au 15e, puis le piton est au 8e? Parce que l'être humain vit dans un contexte d'involution, évolution. Un contexte coloré. Alors l'intelligence sait très bien que la glace, il va en fondre en maudit avant qu'il monte jusqu'au 8e. Même s'il y en a suffisamment à monter jusqu'au 15e. Alors, on met la glace, on ne sait plus, on descend à fond, on en recommence, on lâche, on dort dessus à fond. Puis à un moment donné, on finit par comprendre, puis le dernier bloc de glace qu'on a, on le place, puis on n'est pas au 15e, on est souvent rendu au 8e. Là, on pèse sur le piton, la plateforme, elle descend. La glace fond avec, là, il faut monter sa plateforme au plus sacrant, hein, puis après ça, ben là, ça va. On peut s'en aller. La plateforme, elle descend, on met nos blocs de glace sur la plateforme, on recommence encore, on pèse sur le petit piton, puis après ça, on remonte. Ça a l'air bien fou comme évolution, et le parallélisme est relativement parfait. Lorsque la plateforme s'est remise à monter, ben là, voilà. Là, les grands maîtres, ils restent tous là parce qu'on n'a pas pesé sur le piton aux autres. Et puis là, on s'en va au 12e, au 13e, 14e, jusqu'au 20e étage, où là, on rencontre l'intelligence supramentale, et puis là, les choses se font. Alors, ça demande énormément de choses. L'instruction de l'ego demande nécessairement des mémoires. Les mémoires sont vos blocs de glace. On en a besoin. On en a besoin, mais il ne faut pas penser que, justement, comme ceux qui sont intellectuels, comme tous les spiritualismes, c'est que la glace est le salut. La glace ne pourra pas vous monter plus haut que le 15e étage. Le salut est au 20e. Alors, celui qui accumule de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, il recommence à accumuler de la glace. C'est intéressant. Il ne pourra pas monter plus haut qu'au 15e. Il aura beau avoir toute la glace du monde. Le poids de la glace, à partir du 15e étage, tu rajoutes un bloc, ça fait tellement pesant que ça écrase un bloc en dessous. Tu en rajoutes 4, tu en écrases 4 en dessous. Avec la mémoire, avec les blocs de glace, on ne va pas plus haut que le 15e étage. Alors, pas de glace du tout, on ne fout rien. Et à un moment donné, quand on embarque dans la plateforme, là, c'est parfait. Où est-ce qu'on a le piton, c'est parfait. La glace, vous pouvez la laisser fondre. Là, la mémoire va s'en aller. L'humain n'aura plus besoin, il sera accroché, assujetti à un savoir instantané. Mais en attendant, l'intelligence de la mémoire doit être comprise. Je suis au PMC 3. À part des techniques du PMC, les conférences du mois, est-ce qu'il y a d'autres moyens intelligents d'instruire l'ego, d'accroître sa foi en possibilités définitives de l'évolution jusqu'à l'homme nouveau? L'un des moyens d'instruire sa foi, premièrement, si on veut regarder au niveau du travail que je fais, il y a les conférences du vendredi qui sont exclusivement là pour ça. Les conférences du dimanche sont là pour énergiser beaucoup plus que pour instruire l'ego.
Conférences vendredi sont là pour construire l'ego, moins pour énergiser. Autre chose, la personne se devrait, de temps en temps, maintenant il y a des dangers, donc c'est à vous de décider, de constater, de voir, mais de temps en temps, faites des sorties ailleurs. Allez dans une église, allez à la messe au moins une fois ou deux par année, pour pouvoir être retrempé dans vos archétypes, de façon à pouvoir comprendre l'intelligence de ce qui se passe là-dedans, sans en être coloré émotivement. En sortant et en disant, stack, moi j'ai plus besoin de ça, mais c'est vrai que c'est brillant. Allez faire un tour chez les Krishna, allez de temps en temps avoir une vue de fesse. Faites des choses qui, à un moment donné, vont vous ramener dans vos archétypes. Puis là, traversez. Là, vous instruisez vos égos en maudit. Je n'ai pas changé, moi, depuis 15 ans. Fais la tournée de ce que tu faisais il y a 15 ans, puis après ça, tu verras si tu as changé ou non. Entre autres. Faire attention, il y a des individus qui vont vouloir faire des choses trop grosses pour eux. Trop d'orgueil. Puis s'ils ont trop d'orgueil, l'intelligence qui les anime, le petit peu qui sont animés, lorsqu'ils vont rentrer quelque part où c'est trop, où c'est l'orgueil qui les amène là, l'intelligence se déconnecte. Puis là, la personne a foire. Alors, on ne va pas là par l'orgueil. Elle est là pour apprendre de l'instruire vos égos. Elle n'est pas là pour vous prouver que vous êtes capable, pour apprendre. Quelqu'un qui, à un moment donné, fait le séminaire PMC1, il se dit, je n'ai plus besoin de conférences vendredi, maintenant je suis d'un autre. Ça, c'est un gros problème. Elle peut venir si ça lui tente. Elle peut ne pas venir si elle n'a pas le feeling. Mais ne pas venir parce qu'on est maintenant rendu dans le PMC, ça n'a rien à voir. C'est pas une raison snob. C'est pas une raison intelligente. Il n'y a pas qu'une raison intelligente qui fait qu'on ne vient pas. C'est parfait. Mais toutes les raisons connes, on les élimine. Comment s'énergiser? Il y a cela. Donc, de temps en temps, pénétrer dans nos vieux archétypes. Allez voir les parents, allez voir la sœur, allez voir la voisine, allez voir du monde que vous n'aimez pas voir. Allez-y pas trop souvent, pas trop fêter, mais allez-y quand même un peu pour pouvoir voir de quelle façon vous vivez. Continuez à vous instruire, mais sachez une chose, c'est que vous allez être capable de vous instruire convenablement. Vous allez être tout proche d'un contact supramental lorsque vous allez être capable de voir l'intelligence de toute chose. Tant que vous allez trouver des choses stupides, connes, imbéciles, impossibles, puis tant que vous allez vous demander, mais pourquoi ça? Quand vous vous posez des questions comme ça, pourquoi ça, dites-vous qu'il y a toujours de l'intelligence derrière. Et c'est cette intelligence que vous devez trouver. Parce que vous allez être capable de la trouver seulement si vous vous mettez en état vibratoire pour pouvoir y toucher. Alors, celui qui recherche une raison dans ses maudites mémoires, une raison par rapport à ce que Kemp a dit, non. Observez les choses. Observer une chose sans la juger, sans la condamner, sans la créditer, juste observer un événement, nous permet d'être en résonance avec l'événement, donc avec la vie, et automatiquement, et l'événement, et sa condition, et sa raison d'être sont perçus. L'homme nouveau sait de quel ordre est l'intelligence qui domine les choses. L'homme transitif doit convaincre son ego de croire que derrière chaque chose, il y a de l'intelligence. Derrière un meurtre, il y a une raison intelligente. Derrière le terrorisme mondial, il y a une raison intelligente. Derrière les tremblements de terre, il y a une raison intelligente. Derrière les handicapés, il y a une raison intelligente. Et derrière tous vos maudits problèmes, il y a des raisons intelligentes. Convainquez-vous de tout ça. À un moment donné, vous allez cesser de chercher les raisons stupides, parce qu'étant tellement convaincu que ça ne peut être une raison intelligente, ben vous allez chercher les raisons intelligentes. Pas les raisons, ben c'est parce que ça donne comme ça. Ou c'est Dieu qui le veut. Évidemment, pas intelligent comme raison. Quelle est la fonction du psychisme individuel ou planétaire? Le psychisme, c'est la phénoménologie astrale, c'est tout le phénomène astral au complet. L'astral individuel est celui qui permet à l'être humain de pouvoir avoir un assujettissement qui, de prime abord, est sécuritaire avec le monde archétypal du monde de la mort, donc avec la conscience, le psychisme planétaire, avec l'astral planétaire.
l'astral planétaire, il a une raison, pouvoir servir de point de référence à l'homme. L'astral de l'homme, l'astral individuel, a une seule fonction, pouvoir ramasser la référence que lui veut faire par rapport à l'astral collectif ou planétaire. L'être humain qui devient à un moment donné humain ne peut pas prendre d'identification chez lui. Le corps n'a pas suffisamment de vibrations pour pouvoir s'identifier à lui. Le plan vital veut préserver son intégrité, il engendrera la procréation et s'arrangera pour instruire un instinct dans la molécularisation du système d'ADN, donc du système génétique, de façon à ce que l'humain ait accès, l'humain et l'animal et la plante aient accès à un savoir instantané de base, celui de la procréation et de l'instinct de survie. De tout ce qui est relié à ça, ça va de soi. Lorsque l'être humain évolue un peu plus, il ne peut pas faire autrement que de s'identifier à une chose, et cette identification va naître que si une âme naît chez l'homme. L'âme étant la réincarnation d'un phénomène expérientiel mémoriel, créé par la gesticulation de tous les phénomènes planétaires, cela veut dire que de toute manière, la conscience collective, ou l'âme planétaire, ou le psychisme collectif, devra naître avant le psychisme individuel. Et effectivement, on peut constater que dans l'Antiquité, le phénomène tribal, le phénomène clan était là, tandis que lui-même, l'individu du clan ou de la tribu, ne savait même pas qu'il était là, lui. Tout pour le clan ou la tribu, ça c'est important. La conscience collective, elle était là bien avant la conscience individuelle. On devait sauver les enfants, on devait faire ceci, faire cela. On sait très bien que les béliers, entre autres, se mettent à l'extérieur d'un troupeau s'ils est attaqués par un prédateur, tandis que les petits et les brebis se mettent à l'intérieur. Et le bélier ne défend pas sa vie, il défend le clan, le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il est d'une conscience collective. S'il meurt, ça n'a pas d'importance, parce qu'il vit, le clan vit. Lorsque le bélier, s'il évoluerait suffisamment, deviendrait humain, à un moment donné, il aurait une arme chez lui qui lui permettrait d'arriver à cette conscience individuelle qui est absolument sine qua non, absolument essentielle pour pouvoir à un moment donné supporter un mental libre qui permettra à l'intelligence supramentale de centrer l'homme dans son propre schéma d'intelligence. Lorsque l'homme devient égoïque, donc égocentrique, il finit par son évolution, par mettre de côté l'évolution disons, nationale, l'évolution de la patrie, l'évolution des clans et des tribus et des familles, pour de plus en plus se centrer sur lui. Ce qui est absolument essentiel, apparemment absurde, tout à fait intelligent. Lorsque l'humain devient suffisamment individuel, il crée un ego extrêmement puissant. Cet ego extrêmement puissant sera instruit par l'intelligence supramentale, et lorsque cet ego extrêmement puissant commencera à croire dans les possibilités de l'homme nouveau, même si toute la conscience collective ne veut pas, sa conscience individuelle qui croit en une chose fera en sorte que malgré toute la planète s'il le faut, cet humain va devenir un homme nouveau. Alors, c'est l'utilité des deux psychismes. Tu parlais de la religion supramentale tout à l'heure. Est-ce que ça va, dans le temps, ressembler... mentale. Est-ce que ça va ressembler un peu à ce qu'on a comme religion maintenant? C'est-à-dire qu'il va y avoir des instructeurs, puis on va avoir des formes de prière ou quelque chose du genre? Bon, alors il y aura donc... ça fait longtemps de toute façon que je dis que je vais en parler, là, on va en parler. On va parler du passé. Alors, dans le passé, à un moment donné, il est arrivé ceci. Certains personnages avaient un contact avec des formes d'intelligence et ils ont écrit des livres. Ils ont parlé aussi, ils ont dynamisé des gens, politiquement, technologiquement, scientifiquement et même théologiquement. Évidemment, la masse, parce qu'ils ont été supportés par les autorités scientifiques et théologiques et politiques. Et ils ont induit de nouvelles formes qui pouvaient permettre à l'humain de l'époque de pouvoir comprendre un phénomène qu'il vivait, mais qui n'avait jusqu'alors été décrit par aucun mot, par aucune condition, par aucun concept. Alors, les humains, la collectivité, le public, lorsqu'ils ont commencé à voir que ces personnes étaient supportées par des autorités et que le concept ou la forme orale qu'ils amenaient supportait, encadrait mauditement mieux ce qu'ils étaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voulaient être, que tout ce qui venait du passé, alors la majorité ont commencé à s'en servir. Alors évidemment, les choses ont été colorées par la masse, la va de soi, et même colorées par la masse,
certains individus ont fini par en trouver l'essence. C'était un peu comme si ces personnages avaient lancé des symboles. Le symbole, il est là pour être transporté par la masse, mais il est là pour révéler à l'initié une chose. Alors, la chose, elle est transportée jusqu'à l'initié par la masse, un peu comme le jeu de cartes conventionnel qu'on a. Tout le monde a un jeu de cartes. Mais ce jeu de cartes est en fait le jeu de tarot et qui, justement, sert à transporter par symbole des connaissances qui, aujourd'hui, sont tout à fait dépassées, mais à l'époque étaient drôlement utiles. Alors, de quelle façon une personne qui naissait, qui restait à l'autre bout du monde, pouvait, à un moment donné, si elle avait l'intuition, si elle avait la construction amique d'une réincarnation, disons, de personne qui a été initiée dans le passé à certaines choses, comment pouvait-elle un jour réveiller chez elle ou retrouver l'enseignement? Alors, étant donné que toute la population avait cet enseignement, un jour, il jouait avec et puis découvrait qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, on crée des modes. On a eu le mode jeu de cartes, on a eu le mode de l'occultisme, le mode du chitanisme, on a eu différents modes. Alors donc, dans le passé, à un moment donné, on a instauré une mode. Cette mode, le peuple, les masses s'en sont emparés. S'en emparant, ils finissent par y croire égoïquement et ils y croient spirituellement. C'est-à-dire que la masse vit d'une évolution collective. Donc, la masse de l'époque ne pouvait pas arriver à intelligencer le symbole, la mode. Ne pouvant arriver à l'intelligencer, ils ont quand même développé une croyance spirituelle et ils ont commencé à adorer le prototype parfait de ce qu'ils visaient. Alors, ils ont adoré ce prototype et comme tout dynamisme collectif, les collectivités humaines de cette époque avaient besoin de se retrouver dans certaines personnes. Alors, évidemment, ils ont engendré des idoles. Ils ont premièrement personnifié le prototype conceptuel de ce qu'ils visaient. Le personnifiant, il crée le concept théologique. Donc, ils engendrent une religion nouvelle, une religion mentale. Sauf que, pourquoi elle est mentale, la religion? Pour la simple, même si elle est créée dans le plan spirituel de l'astral, pour la simple raison que le prototype qu'ils créent n'est plus un prototype qui va venir le sauver, mais c'est un prototype qu'ils devront être eux autres un jour. Alors donc, dans ce passé, ces individus qui, à un moment donné, fini par dynamiser l'idée d'un prototype qu'ils devraient être, étaient donc entrés dans une religion nouvelle, une religion qui était la première religion sur la planète, à permettre aux fidèles de pouvoir un jour s'en libérer. Et c'est la différence fondamentale entre une religion mentale et une religion astrale. La religion astrale conserve le fidèle, la religion mentale lui permet de s'en échapper. La collectivité, donc, adorant le prototype, finissent par reconnaître dans la masse certains individus qui, eux, ont su connaître, disons, percevoir la substance réelle à travers la coloration de la mode et vont finir par se projeter dans ces individus pour en faire un peu des idoles. Alors, on va, dans cette religion, parler, donc dans le passé, c'est ce qui est arrivé, on a lentement, disons, béatifié certains individus qu'on a essayé de copier. Alors, un individu s'habillait de telle façon, la population changeait leur mode. Un individu disait telle chose nouvelle, tout le monde pensait comme ça. Pour la simple raison que l'homme collectif ne veut pas vivre de sa propre vie, mais veut toujours vivre de la vie d'emprunt d'un autre. Lorsque un individu fait une chose, la collectivité, elle suit, elle embarque. Alors donc, dans ce passé, ce qui est arrivé, il y a eu ce premier stage, et ce stade est apparu dans une région suffisamment technologiquement puissante et surtout suffisamment énergétiquement puissante pour qu'elle s'étende à l'échelle de la planète, ce qui fait que quelques 20 années après l'apparition globale d'une collectivité de cette religion mentale, et cette religion s'est étendue lentement à travers la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque prototype était d'une façon colorée, c'est-à-dire que dans le passé, on a eu certains continents qui ont adoré un prototype de ce qu'il devrait être, qui n'était pas le même que le prototype d'un autre continent. C'est tout à fait normal, pour la simple raison que les corps physiques de l'époque de ces régions étaient différents, et que les archétypes à transformer étaient différents, et un archétype n'est jamais démoli. Un archétype est sublimé. Un archétype va être assujetti à un néotype, et plus on va mettre de néotypes dedans, l'instruction de l'ego dont je vous parlais tout à l'heure, on finit par tellement colorer l'archétype que l'archétype n'est plus reconnaissable. Sauf que ce qui reste comme néotype est quand même légèrement coloré par l'archétype. Alors, si on recule dans le passé et qu'on va dans des régions qui étaient archétypalement relativement évoluées, évidemment, le prototype, le modèle, le nouveau Dieu, mais ce ne sera pas un Dieu, le nouveau modèle qu'ils vont viser sera évidemment coloré par leurs archétypes fondamentaux, même si cela a été néotypé par la diffusion d'une religion mentale à partir d'un point de la planète. Alors, dans le passé,
certains individus un peu partout sur la planète, mais surtout dans la région du foyer central de naissance de cette religion. Et cette religion, dans le passé, n'a pas été amenée par un individu. Elle n'a pas été amenée par deux individus. Elle a été amenée simplement par le besoin qu'a la collectivité en train de s'individualiser de l'époque, de pouvoir trouver des mots justes pour pouvoir supporter le concept de ce qu'ils sont et surtout le concept de ce qu'ils envisagent de devenir. Alors, cette religion mentale, elle va se former comme toutes les religions du passé vont se former, elle va se former tout seul. Alors, si on retourne encore quelques années en arrière, on peut constater qu'effectivement, la religion mentale s'est étendue d'une façon comme une traînée de poudre à un moment donné. Sa naissance a apparu longue parce qu'il y avait des hésitations entre les archétypes et les néotypes. Et puis, à un moment donné, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus au monde et qui ont fini par transformer les choses. Les personnes âgées, finissant par voir la jeunesse suivre un nouveau chemin, ont commencé à penser que ce que les autres avaient connu, su, mais refusé était peut-être le chemin. Alors, à un moment donné, ça va faire comme une explosion. Et la religion mentale s'est étendue à l'échelle de cette région. Certains individus ont perçu la substance même du phénomène et n'ont pas pu être assujettis au collectivisme de la religion mentale et ont quand même fait partie de cette religion mentale, mais ils ont reliés individuellement à la mécanicité de la religion mentale. Cela veut dire que ces individus faisaient partie du même cheminement évolutif que la collectivité, mais eux le savaient. Eux, étant donné que les autres le savaient, ça leur donnait un avantage particulier sur la masse, c'est qu'ils pouvaient, n'importe quand, transformer les néotypes de cette religion pour pouvoir les adapter à ce qu'ils arrivaient à induire comme croyance dans leurs égos, donc à l'instruction qu'ils pouvaient se donner eux-mêmes au niveau de leurs égos. La masse devait attendre à ce que le néotype soit reconnu par la masse pour pouvoir transformer encore l'ego collectif, tandis que l'individu qui savait vivre le même phénomène, celui où il devait instruire l'ego, parce que la religion mentale de l'époque n'était qu'une religion d'instruction de l'ego. L'individu qui le savait donc, ne pouvait pas dire « je ne suis pas de cette religion », parce qu'il instruisait son ego lui-même, donc il le savait qu'il en faisait partie. Mais lui ne faisait pas partie du collectivisme de cette religion, il faisait partie de l'individualisme de la religion. Alors il pouvait fonctionner jusqu'au moment donné où il se libérait. C'est ce qui est arrivé. Alors la religion mentale, elle a eu énormément de personnes clés qu'on a béatifiées quasiment. Bon, on les a pas béatifiées parce qu'il n'y avait pas de bienheureux à l'époque, mais on les a conceptualisés, on les a formés de façon, on les a idolâtrés, on les a presque adorés. Alors il y a eu, à un moment donné, dans le passé, énormément de ce qu'on pourrait appeler des déesses, des vestales, c'est-à-dire des femmes. Parce qu'effectivement, dans ce passé, il y a eu des femmes qui, à un moment donné, ont commencé à transformer la condition même de la femme nouvelle, et ces femmes ont fini par devenir quelque chose qui a fait en sorte que des masses et des masses d'hommes et de femmes, et surtout d'hommes, ont commencé à penser que dans la femme viendrait, disons, l'évolution collective salutaire de l'humanité. Maintenant, ces femmes ont dû jouer un rôle relativement intéressant. Certains hommes l'ont joué, mais plus les femmes, ils ont dû s'assujettir à jouer un rôle bâtard, à jouer le rôle à se faire têter en énergie et à dynamiser la religion collective mentale de façon à ce que, le plus rapidement possible, la masse de ceux qui n'en faisaient pas partie et qui évidemment voulaient lutter contre, et dans la religion mentale de cette époque, le meurtre ne pouvait plus être conscientisé. On ne pouvait plus tuer. Tandis que ceux qui n'en faisaient pas partie pouvaient encore une fois tuer. Alors évidemment, ces personnages ont accepté de jouer un rôle relativement plate, celui d'être idolâtré, d'être conducteur ou conductrice du phénomène de la religion mentale, de façon à convertir, de façon à induire dans l'ego des humains, donner des néotypes suffisamment puissants pour que les archétypes qui luttent contre, ou qui ont lutté contre les mécanismes nouveaux, puissent à un moment donné être transcendés. Pendant un très grand laps de temps, il y a eu cette religion mentale qui a vu sa vie s'étirer jusqu'à près de 3000 ans. Alors l'humanité de l'époque renaissait, se réincarnait dans le phénomène de la religion mentale, et lorsqu'un individu finissait par comprendre que le concept même pouvait non pas seulement être visé, mais pouvait être appliqué,
automatiquement, il devenait un individualiste de cette religion mentale, donc il devenait un être en conscientisation individuelle. Cela veut dire qu'il pouvait commencer à s'anégoïser, parce qu'on ne s'anégoïse pas tant qu'on est collectif. Ça va de soi. Il faudrait anégoïser la collectivité au complet. Lorsque cet être humain arrivait comme ça, il commençait à s'anégoïser, donc il commençait automatiquement à créer un double éthérique, et évidemment, sa conscientisation l'amenait vers une fusion, où il sortait totalement de la religion mentale, laissant les humains là, même si évidemment il en comprenait l'intelligence. Alors c'est ce qui s'est passé dans ce temps relativement reculé, en rapport avec le phénomène de la religion mentale. Elle va donc éclater comme une bombe, elle va souffrir évidemment pendant un laps de temps. La religion elle-même ne souffrira pas, mais je veux dire, le phénomène même de la religion va être dénié, renié, et à un moment donné, certaines grandes autorités théocratiques de l'époque vont finir par abdiquer complètement pour venir s'allier à la religion mentale, ce qui va évidemment donner un coup de mort à différentes théologies de l'époque et qui va permettre évidemment un grand boom et un support encore plus intéressant par rapport à cette religion mentale. Alors, ce sont des choses qui se sont passées et on pourrait évidemment en parler longtemps parce que du passé, on peut parler du passé pendant, si on regarde à l'échelle de la planète, toutes les journées qui peuvent avoir lieu à travers quelques milliers d'années, ça devient relativement intéressant. Alors, disons qu'un jour, on viendra encore sur ce qui s'est passé à cette époque. Mais c'est bien. Tu disais tout à l'heure que la prononciation du maître, c'était bon pour instruire l'ego. Mais à force de répéter toujours la même chose, l'ego va le récupérer, puis on ne pourra plus vibrer à cette... Bon, ce qui est important, c'est qu'on ne doit jamais répéter. On doit prononcer. C'est la prononciation du maître, ce n'est pas la répétition du maître. Une prière, tu la répètes. Si tu es brillant, tu la répètes, tu la prononces, c'est plus une prière. Alors, la prononciation du maître doit être prononcée et elle ne doit pas être répétée, ça va de soi. Celui qui répète s'instruit de toute façon. Sauf qu'il retarde. Celui qui répète la prononciation du maître, carrément les axiomes du PMC, ou qui se répète simplement quelque chose pour lui-même, s'il se répète, il a un outil formidable, ce qu'il prononce, mais s'il se répète, il s'instruit de toute façon, donc il avance de toute manière en évolution, parce qu'il néotype son ego, sauf qu'il pourrait faire quelque chose de mieux. S'il prononcerait, évidemment, il néotyperait d'une façon beaucoup plus énergétique son ego, ce qui laisserait toujours l'apanage au mental à décider qu'est-ce qu'on va faire avec le néotype. Tandis que s'il ne fait que répéter, il s'instruit quand même, sauf qu'il se servira du phénomène des axiomes ou de la prononciation d'une façon astrale, donc d'une façon émotive, plutôt qu'une façon mentale. Eh oui, c'est l'initiation, feu. Oui, j'ai une question. La dernière conférence du mois, ce mois-ci, ça va être sur les secrets de Fatima. Et dans presque toutes les apparitions, ça a toujours été une femme ou mari. Pourquoi ça a toujours été ça? Ah, c'est bien. Ça va être intéressant. C'est bien une femme qui pose ça. Bon. Il faut premièrement comprendre que les apparitions... Alors, on revient à la troisième partie. Tu continueras, tu ramènes ta question, puis on va s'intéresser là-dessus, probablement.